Ta question chemine. André Chédid. Ami, qu'une seule tige en ténèbres. Parfois l'angoisse plaque ses robes de bure entre deux mains et toi. Parfois la terre, couleur d'os, se dévait de sa fête, et le cœur s'élime à la meule du temps. Alors, ami, quoi qu'il te semble, fais halte et souviens-toi. Le soc des jours meurtrit, mais la semence des jours repique les déserts. Au revers des récifs, plus enfui que les gouffres, ton sable est sans entaille, et ta question chemine vers je ne sais quel accord. Voilà. Et puis, pour continuer cette introduction, je voulais simplement vous lire un texte d'André Chédid que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Poésie-réalité-territoire du souffle » et qui est, d'une certaine manière, sa définition de la poésie. Elle en a donné plusieurs. Elle a écrit peu de textes théoriques, on va le voir, sur la poésie, mais elle a disséminé au sein de différents recueils des textes qui parlent de sa façon de la voir, et notamment celui-ci qui me paraît très beau. Rien n'est plus absurde que de faire planer la poésie au-delà de nos sols. Rien n'est plus injustifié que de parquer les poètes dans un enclos. D'ailleurs, on voit bien qu'on n'est pas dans un enclos, on est dans la cour de récréation. Donc tout va bien. Tout au contraire, la poésie s'abouche et débouche sur la réalité. Tout à l'opposé, les poètes pratiquent un corps à corps incessant avec la vie. Remettant sans cesse en question le monde et leur propre regard, ils transpercent les écrans, dénoncent l'écart entre le semblant et le réel, s'efforcent à une plénitude. La vie du poète est un rêve perpétuel, écrivait Reverdy, un rêve de réalité. Une réalité qui transgresse mots éculés, apparences, conforts et modes, une réalité qui s'enracine dans le terreau du temps et de l'espace, sans se couper d'un mouvement sous-jacent et partagé, porteur d'images et de pulsions novatrices. Cette réalité, c'est la vie même. Si parfois son interprétation nous échappe, c'est ce réel, complexe, insaisissable, qui est le tissu de l'existence. Interrogé sur le sens de ses poèmes, Rimbaud répondait « Ils veulent dire ce qu'ils disent, littéralement et dans tous les sens ». Devant la faillite des croyances, la pénurie de l'espoir, il est urgent que soit la poésie. Elle ne console de rien, elle ne possède rien, sa loi n'est pas de marbre, mais prenant et délivrant parole, elle multiplie nos vies. Voilà, ça vous donne un aperçu de la philosophie poétique d'André Chédid. Alors, le cas d'André Chédid, donc, dont j'aurais voulu vous diffuser une photo, il faudra qu'on voit l'année prochaine si on arrive à avoir un dispositif un peu plus confortable et agréable. C'est un très beau visage, celui d'André Chédid, on le voit vaguement ici sur cette couverture. Le cas d'André Chédid est un peu différent de celui des autres auteurs dont nous avons parlé cette année, qui étaient des auteurs consacrés par la Pléiade, Sandras, Superbiel, Michaud. André Chédid, elle entre plus dans le domaine des vrais contemporains, si l'on peut dire, encore qu'elle soit disparue en 2011, elle est née en 1920, je vais y revenir un peu plus en détail. Mais donc, il n'y a peut-être pas, avec l'œuvre d'André Chédid, la distance qui s'est naturellement et historiquement installée avec celle des grands aînés que nous avions évoqués les dernières fois. Alors, elle est à la fois poète, et c'est surtout d'elle comme poète que nous allons parler aujourd'hui, mais elle a aussi été romancière, vous la connaissez d'ailleurs peut-être plutôt comme romancière et dramaturge, et il n'est pas impossible qu'elle ait pâti d'une certaine façon d'avoir été rangée, je ne dirais pas à son corps défendant, mais en tout cas elle ne l'avait jamais cherché, dans la case des écrivains de jeunesse, notamment pour ses romans Le sixième jour, L'enfant multiple, Néfertiti et Le rêve d'Akhénaton, qui sont des romans que l'on donne parfois à lire dans les classes et qui ont, elle l'a raconté, été rangés de manière presque automatique par Flammarion en littérature jeunesse à un moment donné, parce que leur écriture en était suffisamment limpide pour le permettre. Il y avait cette forme de transparence qu'on retrouve aussi dans sa poésie et dont on va longuement parler, qui permettait de la donner à lire à tous.
mais ça a pu conduire à une approche d'André Chédid comme étant finalement un auteur de collège, alors qu'on est très loin de cela quand on va y regarder d'un peu plus près. Je ne vais donc pas vous parler aujourd'hui de la romancière aux 10 romans à peu près, 10 romans que l'on trouve d'ailleurs chez Flammarion, dans la collection 1001 pages, préfacée par Jean-Pierre Siméon, que nous avions vu ici l'année dernière. Certains d'entre vous étaient peut-être là et s'en souviennent. Je ne vais pas vous parler de la romancière aux 10 romans, mais je vais vraiment vous parler de la poète ici. Alors, je ne vais pas vous énumérer toutes les reconnaissances et finalement les prix par ailleurs qu'elle a reçus, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais juste pour vous donner un aperçu, elle a été reconnue très largement en tant que poète, évidemment pour son œuvre. Ça a démarré très tôt, puisqu'elle a eu le prix Louise Labbé de poésie en 1966, le prix de l'amitié franco-arabe, le prix de l'Afrique méditerranéenne, le grand prix des lettres françaises de l'Académie royale de Belgique, puis le prix Mallarmé en 1976, prix Goncourt, mais de la Nouvelle en 1979, grand prix de la poésie des sociétés de gens de lettres en 1990, prix France Libre en prix Prenne Club, prix Albert Camus en 1996, prix de poésie Emmanuel Robles en 2000, etc., etc. Elle a été évidemment une poète reconnue, mais elle n'est pas pléiadisée. Alors ça fait aussi qu'elle a moins de critiques, commentateurs, glosateurs divers et variés aux trousses, et que on peut s'appuyer sur une bibliographie moins importante. Bonjour, une bibliographie. Les informations ici sont pas très bien données. J'ai retrouvé la conférence de l'architecte. Ah bon, écoutez, je suis ravie que vous soyez finalement là. Merci à vous. Et donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que oui, la bibliographie qui permet d'aborder l'œuvre d'André Chédid est finalement assez restreinte, c'est-à-dire que l'on n'a pas besoin d'aller chercher des volumes et des volumes, d'autant que, m'y trompant moi-même, je croyais qu'il n'y avait pas de biographie d'André Chédid, et j'étais en train de me dire d'ailleurs, tiens, ça alors, est-ce que ça serait pas une chose à faire, etc. Quand je me suis aperçue, un peu tardivement, et donc je n'ai pas utilisé ce volume, parce que je dois l'avouer, je ne l'ai pas lu, que Carmen Boustany, qui a par ailleurs donné des textes très intéressants dans des volumes reprenant des colloques qui avaient eu lieu autour de l'œuvre d'André Chédid, Carmen Boustany, elle-même franco-libanaise, a, il y a quelques mois, à la fin de l'année 2016, publié chez Flammarion une biographie d'André Chédid, que je vous signale donc, même si je ne l'ai pas lue. Elle doit être d'autant plus intéressante que Carmen Boustany, c'est une experte à la fois d'André Chédid, qu'elle a connue, et bien connue personnellement, mais aussi de Colette. Il y a en fait, quand on y pense un petit peu, effectivement des ponts entre ces deux femmes, avec leur écriture extrêmement sensuelle et attentive au monde, ce que Carmen Boustany appelle dans certains textes une écriture corps, qui en effet leur est très probablement commune. Et puis aussi un goût immodéré de la vie, de l'émerveillement. Il y a chez André Chédid, quand elle parle de sa mère, notamment dans un très beau texte qui s'appelle Les saisons de passage, dont je vais vous reparler, elle dit de sa mère à un moment: chaque aube la renouvelée, elle possédait le secret de l'allégresse et le don de l'émerveillement. Et je crois que c'est une très belle définition qui s'applique à Colette comme à André Chédid. Elles ont aussi toutes les deux, je m'en suis rendu compte en récupérant cet extrait que vous avez entendu, cette voix un peu rocailleuse, très particulière, qui fait leur charme, avec ce roulement des R. Alors c'est l'accent bourguignon chez Colette, hein, et là c'est un accent oriental, en réalité égyptien chez André Chédid, mais c'est un autre point commun entre elles. Chédid, je vous le disais, je ne vais pas vous parler tellement de la part romanesque de son œuvre, mais c'est une part très intéressante qui l'a conduit d'ailleurs à, dans quelques textes, donner une sorte d'approche un peu théorique de la différence qu'elle faisait entre l'un et l'autre. Elle disait par exemple: le roman prend corps pour ensuite se vêtir, prenant âme, la poésie demeure nue. Donc elle a une conception de la poésie comme étant cette chose un peu plus essentielle qui conduit à se radouber, comme disait Maxwell Fouché, c'est une autre formule que j'aime bien, alors que dans un roman, elle dit, la démarche est autre. Dans un roman, on suit ses propres pas, le poète, lui, les devance. Bon, on va y revenir, mais c'est l'une de ces auteurs, comme par exemple aussi Vénus Corrigata, qui a aussi ce versant oriental,
qui travaille sur la différence entre ce que l'on dit dans un poème et ce que l'on dit dans un roman, et la construction un peu différente évidemment qu'il y a dans les deux pans de cette œuvre. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, je vais vous dire simplement à partir de quoi j'ai travaillé et ce que je vous recommande éventuellement de regarder de plus près si vous avez envie, parce que vous le savez, c'est simplement une sorte d'introduction, ça vise à donner envie de découvrir André Chédid, mais évidemment ça sera très loin d'être exhaustif, on va comme ça faire un petit parcours à travers l'œuvre. L'idéal, si vous avez envie de lire un peu plus Chédid et que vous êtes touché par sa voix, c'est ce volume 1001 pages Flammarion qui reprend en fait ses œuvres complètes ou quasiment de poésie. Je dis ou quasiment parce qu'il y a un volume, un seul qui est paru chez Gallimard de poésie qui s'appelle Rythme et qui n'est donc pas repris chez Flammarion, sans doute pour des histoires de querelles d'éditeurs, qui va bientôt d'ailleurs, me semble-t-il, sortir en poésie poche chez Gallimard. Mais enfin voilà, celui-ci est formidable, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, d'un Pléiade sans l'appareil critique, parce qu'il n'y a pas d'appareil critique, on entre directement dans le corps de texte, avec une petite introduction de Carmen Boustany, la biographe. L'autre texte éventuellement que vous pouvez lire, c'est chez Poète d'aujourd'hui, Segers, ça c'est dans la nouvelle collection, hein, c'est pas l'ancienne qu'on connaît qui est un peu plus rectangulaire et petite dont on a l'habitude, ça c'est la collection modernisée, j'ai envie de dire, de Segers, et donc c'est un texte de Jacques Izoard qui date de 1977 mais qu'il a réactualisé en 2004. Jacques Izoard, c'était un poète belge né en 1936 et qui est mort en 2008, dit de l'école de Liège, qui avait animé des revues, publié lui-même, je l'ai découvert à cette occasion, mais une 60aine de recueils, publiés aux éditions de La Différence, donc il a une vraie œuvre poétique. Et Lionel Rey, un autre poète, disait de lui, de Jacques Izoard, la poésie d'Izoard se caractérise par une structure simple et épurée et par le souci de la sonorité des mots, ce qui en fait, là encore, une sorte de frère d'André Chédid, parce que c'est aussi ce qui caractérise sa poésie. Alors, c'est un texte très lyrique, hein, on le sent quasiment amoureux, j'ai envie de dire, d'André Chédid quand on le lit. Il ne faut pas y chercher un regard très critique, ni une analyse textuelle. Il fait partie vraiment de ces essayistes de la poésie qui sont des poètes eux-mêmes, pour lesquels j'ai une vraie tendresse par ailleurs, et qui, on le voit bien, quand ils écrivent sur un poète, finissent un peu par se confondre avec lui, et on ne sait plus très bien s'ils parlent d'eux-mêmes ou du poète dont ils parlent, mais quoi qu'il en soit, c'est très incarné, c'est très chaleureux, et ça donne donc de très beaux textes. Et puis je suis ensuite allée chercher pour avoir un petit peu plus d'informations, parce que justement je n'avais pas de biographie sous la main. Dans 2 volumes, là c'est moins indispensable, j'ai envie de dire, c'est vraiment si on veut travailler plus en détail sur l'œuvre d'André Chédid, mais il y a des contributions intéressantes. L'un, c'est un numéro des Cahiers Robinson, qui date de 2003, que vous voyez là, André Chédid, l'enfance multiple. Il y a des contributions de qualité ou d'intérêt inégal, disons, qui se concentrent d'ailleurs plutôt sur la romancière, à l'exception d'un très beau texte initial dont je vais vous reparler, de Daniel Lançon, qui étudie la réception de l'œuvre et la question des langues dans l'œuvre d'André Chédid, qui a commencé par écrire en anglais, étonnamment, ce que j'ai découvert aussi en préparant cette séance. Et enfin, les actes d'un colloque de 2002 de Paris 13, André Chédid, Racines et Liberté, avec plusieurs belles contributions, dont celle de Jean-Pierre Siméon, qui, je vous le disais, l'a bien connue et a travaillé sur elle. Alors, il y a une autre particularité dans le fait de parler d'André Chédid, au-delà du fait qu'elle soit moins grande classique, j'ai envie de dire, que les précédents, c'est que comme elle est disparue récemment, il y a des gens que j'aime et qui l'ont connue, qui m'en ont un tout petit peu parlé. Et donc c'est intéressant parce que ça donne un regard aussi sur la personne qu'elle a été. Je pense ici notamment à Christophe Dauphin, qui est un poète et qui est le grand Manitou de la très belle revue des Hommes sans épaules, revue normande, dont je vous ai sans doute déjà parlé lors de la séance de l'an dernier sur l'émotivisme, une revue qui s'inscrit dans la filiation de Reverdy, mais aussi des surréalistes. Christophe Dauphin viendra peut-être ici un jour d'ailleurs, je l'espère, nous présenter un peu sa revue. Il était au Déchargeur à Paris il y a quelques semaines où je lui avais proposé de venir, et ils font un travail extraordinaire. Et donc Christophe Dauphin a connu par exemple André Chédid et en dit que c'était une femme absolument adorable. Un autre auteur, Sylvaine Jaoui, qui se trouve être une amie et qui est auteure, elle, prolifique de romans pour la jeunesse,
que j'ai pu croiser à Vézelay notamment, m'a dit, quand j'ai annoncé sur la page Facebook qu'il y aurait une séance sur André Chédid, qu'elle l'avait écrit grâce à elle, qu'André Chédid avait été le déclencheur parce qu'elle l'avait rencontré et qu'un jour elle lui avait dit d'y aller, de continuer, d'écrire. Belle histoire qui recroise d'ailleurs l'histoire d'André Chédid elle-même, je vais vous le dire, mais à un moment donné, elle a une vingtaine d'années, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, en Égypte, et un très jeune homme britannique, un soldat britannique qui s'appelle Michael, entre dans une salle où elle est en train de plaisanter avec ses frères, voit des papiers, un cahier ouvert sur une table, commence à lire les poèmes, et puis très sérieusement lui dit mais qui a écrit ça, et elle répond mais c'est moi, et il lui dit mais tu dois continuer, tu dois être écrivain, et tout le monde s'esclaffe autour d'elle sauf le dénommé Michael qui lui dit mais je suis très sérieux, continue, et elle dit j'ai toujours essayé de retrouver ce garçon parce qu'au fond il a été le premier à me prendre au sérieux, à croire en ce que j'écrivais, c'est peut-être pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Et puis enfin Jean-Pierre Siméon, je vous le disais, il y a une vraie filiation, une amitié très profonde qui a existé entre eux. D'ailleurs, André Chédid a dédié à Véronique et à mon grand Jean-Pierre, dit-elle, grand dans l'amitié, dans la poésie, colonne indestructible par le temps ou la distance, son dernier recueil, L'étoffe de l'univers, et elle lui avait dédié un peu plus tôt 15 verbes pour un parcours. Donc voilà, c'est simplement, j'avais envie de rappeler ça parce que c'est aussi émouvant et à titre personnel d'essayer de dire des choses qui trahissent pas trop la femme attachante et lumineuse qu'elle semble avoir été de l'aveu de tous ceux qui l'ont connue, et c'est souvent un beau signe qui ne trompe pas. Alors, vous connaissez un peu le principe de ces séances, j'aime bien chercher la personne derrière le poète, et avant de parler de l'œuvre, essayer de comprendre un peu la biographie dans laquelle elle s'inscrit. Je ne vais pas déroger à la règle ici, d'autant que, comme dans les cas précédents, cette biographie est tout à fait révélatrice et parlante. Et l'une des raisons qui fait que j'ai choisi de manière très subjective Chédid dans ce petit parcours anthologique de cette année, où vous le savez, je suis comme ça allée tirer dans l'histoire du XXe siècle quelques noms qui me touchaient particulièrement et que j'aimais, l'une des raisons qui motivait cette sorte d'affinité élective, c'est très probablement la question des origines et la question de l'exil. Ce que l'on sait de sa biographie tient finalement en quelques pages que l'on retrouve notamment, en tout cas les pages qu'elle a rédigées elle-même, tiennent en quelques paragraphes du fameux recueil dont je vous parlais qui s'appelle L'étoffe de l'univers, mais on a aussi des compléments dans un texte qui n'est ni roman ni poésie mais un peu à l'interface des deux, tout petit texte chez J'ai lu que je vous recommande de lire, très émouvant, très touchant, ça s'appelle Les saisons de passage. Elle écrit ça en 1996, elle est donc déjà assez âgée elle-même, mais elle a surtout perdu sa maman à 96 ans, et c'est en fait un texte d'hommage à la mère, qui est un personnage magnifique, romanesque, je vais vous en parler, et c'est une manière aussi de parler de la vieillesse au rivage de laquelle elle aborde elle-même, dans le miroir de la vieillesse de sa mère. Et nous avons là donc une série de vignettes, c'est pas une autobiographie à proprement parler, mais c'est une série de vignettes, de petits flashs qui ramènent un peu au jour l'univers de cette enfance très particulière. Alors, André Chédid, elle est née André Saab, c'était son nom de jeune fille, le 20 mars 1920, au Caire, en Égypte. Et c'est la fille de Selim Saab, qui est libanais d'origine, qui est un chrétien maronite de la ville de Baabda. Elle raconte aussi, je vous le dis en deux mots parce que c'est assez étonnant quand même cette généalogie, elle raconte aussi dans ses textes que le grand-père paternel, donc le père de son père, était un garde-frontière à cheval au nord du Liban, qui avait émigré à 16 ans vers l'Égypte, qui était devenu riche, qui avait fait bâtir une église, une école, qui avait obtenu un titre papal, qui s'était marié à une très 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 jeune fille de 14 ans, qui en avait eu 10 enfants, dont le dernier était donc le père d'André Saab. C'est une famille du côté paternel qui est une famille qu'on peut dire riche, bien installée, avec des gens qui travaillent dans l'édition, des gens qui travaillent dans la presse.
Du côté de la mère s'appelle Alice Kouriadad, elle est née, elle, en Syrie, elle s'appellera ensuite Alice Godel, personnage très étonnant. La grand-mère, la mère d'Alice Godel s'appelait Shafika, et c'est l'artiste mythique, musicienne de la famille Chédid, qui joue du oud et qui est représentée dans les textes d'André Chédid, avec, en train de danser avec une mousseline rose à la main. Et le père, le grand-père donc, s'appelait Gabriel, lui, et c'était un orthodoxe qui avait rencontré la mère pendant une cure thermale en Égypte, émigré aussi au Liban, propriétaire de terrains agricoles, cultivateur de coton pour l'essentiel. Et les pères, les figures d'hommes dans cette famille sont des figures à la fois d'hommes qui ont réussi, très clairement, qui sont partis pour gagner leur vie et construire quelque chose qui ressemble quand même d'assez près à un empire, mais qui sont en même temps des hommes très sobres qui, dans une maison pleine de femmes extravagantes, ont leur pièce à eux, toute blanche, à peine meublée, où ils vont s'enfermer, et des hommes finalement extrêmement silencieux, travailleurs, qui n'ont qu'une place marginale par rapport aux figures très exubérantes des femmes de cette famille. Alors, il faut avoir une petite idée de ce qu'est l'Égypte d'avant-guerre dans laquelle André Chédid grandit. L'histoire de l'Égypte, c'est qu'elle a été occupée en fait par le Royaume-Uni au moment où elle était encore une partie de l'Empire ottoman, à partir des années 1880. Et en 1914, quand la guerre est déclarée contre les Ottomans, les Anglais vont transformer le territoire en protectorat, ils déposent le Khedive. Bon. Et puis c'est finalement en 1922, après la Première Guerre mondiale, que l'Égypte devient royaume d'Égypte, avec un roi, le roi Fouad, qui s'oppose aux nationalistes, aux communistes et aux frères musulmans qui émergent à cette époque-là, à la fin des années 20. Vous voyez que l'histoire remonte. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans ces années-là, le français est encore la langue de la diplomatie, de l'administration, mais aussi des affaires, de la classe politique de haut niveau. Il y a des notes en français qui circulent dans tout l'Empire ottoman. C'est la langue du commerce, c'est la langue du droit. Il y a donc une presse francophone très active. Il y a des quotidiens qui paraissent aussi bien à Constantinople. J'ai découvert qu'il y avait une vingtaine, c'est l'une des contributions d'ailleurs du colloque là, qui nous dit qu'il y avait une vingtaine de quotidiens francophones à Constantinople dans les années 20, enfin à Istanbul donc dans les années 20. Il y en a aussi à Beyrouth, à Smyrne, au Caire et à Alexandrie, donc des maisons de l'Union française, des bibliothèques françaises partout. Et on a les Allemands qui sont là et qui essayent de concurrencer le français, mais ça marche pas très bien. Et il y a à cette époque-là énormément de subventions au réseau des écoles françaises, qu'elles soient religieuses ou du réseau qui existe toujours d'ailleurs de la mission laïque française. C'est ça qui est important pour notre affaire, puisque en Égypte, au début des années 20, il y a plus de 20 000 élèves dans ces écoles françaises, et que les minorités religieuses, la minorité chrétienne notamment, y est en très grand nombre. 20% des élèves de l'enseignement secondaire sortent de là. André Chédid est donc au pensionnat du Sacré-Cœur du Caire, et elle en dit quelques mots, on peut l'écouter, ça sera le plus simple. Elle raconte ça donc quelques pages de son texte « L'étoffe de l'univers » qu'elle écrit sur la fin de sa vie, un texte très, très émouvant avec un certain nombre de souvenirs. Alors elle nous dit « Je me souviens du Sacré-Cœur du Caire. Mes parents m'avaient mise pensionnaire dans cette institution pour jeunes filles. Bob, mon jeune frère, venait me chercher le dimanche pour rentrer à la maison, etc. » Ce qui nous intéresse. Le pensionnat du Sacré-Cœur était macabre, avec ses longs couloirs dont on ne voyait jamais le bout. Je supportais mal ce lieu sombre et glacé. Je conserve néanmoins de beaux souvenirs, des jours heureux passés avec mes copines Claudine, la plus banale, et Marie, la plus aimée. Son nom de famille, Abdelnour, qui signifie esclave de la lumière, me fait encore rêver. Pensionnaires toutes les trois, nous étions devenus très amies. J'avais 12 ans, je voulais devenir poète, pas poétesse. Elle aime pas le mot poétesse, je l'aime pas non plus. Je saurais pas dire exactement pourquoi, mais ça me fait plaisir. Ayant confié mon projet à ma maîtresse, celle-ci me répondit sèchement « La poésie est un métier de paresseux, mon enfant. » Alors, vive la paresse, ma mère. Réplique qui me valut une punition sur le champ. Est-ce cet incident qui me poussa, une vingtaine d'années plus tard, à me venger en écrivant le poème qui suit? Alors évidemment, je ne résiste pas à l'envie de vous lire le poème en question. Poème intitulé « Éloge de la cancritude », avec une petite épigraphe de Robert Sabatier dans Les Allumettes suédoises. Que la paresse soit un des 7 péchés capitaux doit nous faire douter de tous les autres. Alors, l'éloge de la cancritude, ça vous donne une idée aussi du style un peu d'André Chédid.
un loir, une couleuvre, une caussarde. Je suis tout cela, en mollesse, nonchalante. Je me casse au moindre effort, engourdi, endormi, je glisse de paresse en paresse, je flâne, je rêvasse. Je suis un cancre borné. Et pourtant, je parle aux arbres, aux abeilles, aux moineaux, parfois à l'hirondelle qui emporte mon chant là-bas à tire-d'aile, sans pleurs ni raison. Je n'ai pas de doctrine, mais suis profane par raison. Ignorant cités et maisons, je fabule dans l'illusion et me calque sur mes rêves sans rime ni raison. Dans l'attente de qui verra verra, je me tiens immobile, j'attends les lendemains. Amarré à mes songes, je rêve de mes rêves. Médusé, naviguant de pays en pays, d'Orient en Occident, le réel se multiplie. Je vis à la lumière d'un temps fabuleux où il n'y a ni frontières ni confins. Mon temps est infini. J'interroge le cosmos, j'attaque l'au-delà qui demeure sans solution. Je cligne des yeux, je vois au loin le passé qui s'écoule, dans l'avenir incertain. Alors, vous voyez là qu'il y a de la fantaisie aussi chez André Chédid. Il y a d'ailleurs des textes très drôles, si on a le temps à la fin, j'en ai mis quelques-uns de côté. Il y a à la fois de la nostalgie et de la fantaisie, toujours chez elle, mais il y a une particularité, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans cette écriture, c'est que André Chédid n'a pas de l'exil une vision triste ni malheureuse. Pas du tout, et bien au contraire. Quand on lui demande, et on trouve ça dans les cahiers Robinson, on lui pose la question « D'où écris-tu » et elle répond la chose suivante. Elle répond « D'un lieu indéfini et pourtant central, d'une soif, d'un manque, d'un désir, d'un manque qui est sans doute un moteur, une poussée vers l'avant. Mais qu'est-ce que cet avant? Une mise en route perpétuelle, un sens qui ne se laisse pas piéger mais qui reste sens, qui garde signification, un aiguillon qui garde en vie, en appétit, qui surgit hors des ensablements, un lieu que l'on sait réel mais qui échappe à toute définition, une raison d'être en dépit des angoisses, un lieu phénix. » Alors cette idée de la mort et de la renaissance perpétuelle, la dimension du phénix, on la retrouve partout dans sa poésie. Elle a une vraie capacité à transmuter finalement l'absence en présence, la nostalgie en renaissance. Il y a dans ces textes la présence des paysages d'Orient, des paysages d'Égypte notamment. Il y a une des contributions, là encore, du colloque dont je vous parlais, qui raconte bien, notamment dans le roman Le Sixième Jour, dont il a d'ailleurs été tiré un film, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est un film de Youssef Chahine avec Dalida. Il y a évidemment la présence, enfin très claire, très charnelle, très évidente, de la ville du Caire, de la pauvreté, de la misère, etc. Mais elle a une tendance à transmuter tout ça pour en faire une fable, un mythe. Et il y a aussi la présence d'un imaginaire libanais qui est très important dans l'œuvre, notamment dans un texte dont on aura peut-être un petit peu le temps de parler, qui s'appelle « Cérémonial de la violence », qui est un texte sur la guerre du Liban, qui est toujours très présent. Au-delà de ça, Carmen Boustany nous dit qu'il y a dans toute son œuvre une dimension très, très charnelle, celle du toucher, celle des caresses, celle du baiser, celle de l'embrassement, qui est une dimension qu'on peut qualifier là encore d'orientale. Mais tout ça se fait sans déchirement, sans arrachement. Elle dit d'ailleurs très clairement « Ce n'est pas par nostalgie que ce Moyen-Orient ressurgit dans mes livres, plutôt parce que ses images, sa sensibilité circulent dans mes veines et me parlent indéfiniment où que je me trouve. On dirait que l'écriture, en se déroulant, entraîne des sédiments, lève des mémoires où se mêlent soleil, misère, grandeur, humour, tragédie. » Et au fond, pour elle, partir était quelque chose de naturel. Elle va le dire d'ailleurs, elle considère qu'il y avait une sorte de brassage naturel des identités, peut-être d'ailleurs parce qu'elle n'en avait pas une de complètement fixe elle-même, elle était issue de ce mélange qu'on a dit, mais elle aime raconter, c'est encore une très belle citation que j'avais envie de vous dire, elle dit à Amin Maalouf, dans une émission sur France Culture, elle dit « Je ne me sens ni exilée, ni écartelée. J'adore Paris, d'où l'on vient, on s'y retrouve avec sa liberté. Je n'ai jamais le sentiment de me couper de mes racines, je les emporte avec moi. C'est un Orient intérieur qui ne me semble pas incompatible avec ce que je vis. » Et donc elle se sent à la fois, dit-elle, de là-bas et d'ici. C'est ce qu'elle appelle ça le côté positif d'une maison sans racines. Elle raconte aussi, d'ailleurs, il y a un très joli petit chapitre dans les saisons de passage dont je vous parlais tout à l'heure, elle parle de ses ancêtres,
Et elle dit mon père ne revenait jamais sur le passé, ma mère non plus, sauf en ces dernières années où elle s'agrippait à sa mémoire, la sollicitant sans cesse pour la stimuler. L'histoire, celle de nos régions, ainsi que les considérations politiques demeuraient absentes. Famine, massacre qui avaient poussé nos familles à fuir le Liban pour se réfugier vers 1860 dans une Égypte plus pacifique, offrant plus d'opportunités, demeuraient dans l'ombre. Ces familles devaient y développer leurs talents, paysans, petits commerçants, fonctionnaires, employés. Un grand nombre y ferait fortune, parviendrait à des réussites dans le journalisme, les carrières libérales, le commerce. Il me semblait surgir d'une génération spontanée. Les défauts, les manquements que cette situation implique ne m'ont jamais troublé. L'exil consenti, même plus tard vers un autre pays, m'est toujours apparu comme enrichissant et libérateur. Nos ancêtres ne tendaient vers nous nul glaive vengeur, barrant le passage vers l'avenir. Nous délivrant de tout nationalisme exigu, de toute croyance partisane, ils nous offraient, en s'effaçant, toutes nos chances, comment ne pas leur en être reconnaissant. Voilà, donc c'est une vision qui est assez intéressante, alors qui tient sans doute au fait qu'elle n'est pas partie non plus en temps de guerre, c'est-à-dire que ça n'est pas, j'ai envie de dire, une réfugiée ni une exilée pour des raisons économiques. Il y a chez elle une dialectique de l'enracinement et du déracinement, mais enfin qui est celle d'un nomadisme complètement assumé, complètement réussi quelque part. Alors, de quoi ça vient ? Ça vient sans doute aussi très largement du fait qu'elle a eu la chance d'avoir une famille heureuse, je vous le disais. C'est une famille qui n'est pas vraiment concernée par la misère. Il menait la belle vie au bord du Nil. On a de très belles descriptions de la maison dans laquelle il vivait, qui est une maison qu'elle présente vraiment comme mythique et mythologique. Une grande maison au bord du Nil, un frère un peu plus jeune, des réceptions, des bals le soir. Couchés sur une sorte de balcon circulaire troué au centre, nous regardons, mon frère et moi, ce monde clinquant, à la fois féerique et factice. Mais elle voit bien ce qui se passe de l'autre côté des murs quand même, puisqu'elle dit, d'autre part, la vie des rues frappe d'autant plus, avec ses îlots de misère, avec ses mendiants sur les trottoirs, criante et bouleversante présence, un homme sans bras, un enfant tronc, une vieille dans ses robes enveloppes, les contrastes font mal. Elle mène donc la belle vie au bord du Nil, un Nil qu'elle aime beaucoup. Le Nil et la Seine sont très présents dans son œuvre. Elle aime d'ailleurs faire référence à cette métaphore de la femme fleuve. C'est le fleuve qui la touche plus d'ailleurs que la mer, elle le dit. Elle aime bien l'idée qu'un fleuve s'écoule et qu'en s'écoulant, il signifie que toute chose peut changer. Elle dira d'ailleurs « Je n'éprouve pas et je n'ai jamais ressenti la soif d'une certitude », ce qui l'amène à avoir une définition des poètes et de la poésie intéressante quand elle dit c'est le privilège du poète de ne jamais détenir la vérité. Donc elle est vraiment la femme de la transmigration, du transfrontière, comme dit Jean-Pierre Siméon dans un des textes du colloque, où il explique qu'il y a chez elle la permanence du hors-limite, du transfrontière, une sorte d'éloge perpétuel du devenir, du mouvement de la vie tel qu'on peut l'embrasser plutôt que lui résister. Il dit d'ailleurs que Chédid se retrouverait très certainement dans ce mot de Nietzsche, ce qu'il y a de grand en l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Et on peut d'ailleurs s'amuser à voir que l'épigraphe de son tout premier recueil, Texte pour un poème, est tiré de René Char, et ce qu'elle choisit comme mot finalement pour accompagner cette œuvre, ce sont ces trois mots « aller me suffit ». Aller, on ne sait pas où, mais aller, avancer. Il y a quelque chose de l'ordre d'un amour complètement exubérant de la vie dans ce parcours et dans cette biographie. Alors, l'enfant qu'elle est vit donc, je vous le disais, dans une grande maison, entourée plutôt de serviteurs, de chauffeurs aussi, qu'elle décrit dans ses textes, dans les saisons de passage. Elle a quand même un sens aigu de l'observation. Il y a beaucoup de scénettes qui en feront sûrement la romancière qu'elle est devenue. Elle dit, elle se mettait en haut de ce fameux balcon de marbre, et puis elle regardait, et elle dit « J'aimais plonger dans ces scénettes quotidiennes, toiser ces mondanités pour lesquelles je n'éprouvais aucun attrait. Notre rez-de-chaussée ressemblait à un vaste damier, les pions s'y livrant à de brefs enjeux avant d'être soustraits à ma vue. Hommes, femmes, n'étaient plus que des personnages de fiction. Il y en avait de toutes sortes, des maîtres et des serviteurs, des fastueux ou des humbles, des beaux, des laids, des maigres, des gros, les bavards, silencieux, les rieurs et les tristes,
des proches, des étrangers, des gens d'affaires, banquiers, diplomates, voyageurs. Était-ce cela, la vie ? Plus tard, l'existence m'est souvent apparue comme un lieu théâtral avec son avant-scène et sa toile de fond, avec ses projecteurs et ses ombres, ses vedettes, ses seconds rôles, sa figuration, avant que chacun à son tour ne disparaisse dans de mystérieuses coulisses. Vraies ou fausses ces coulisses ? Du moins demeurait une certitude, le baisser de rideau survenait toujours. C'est une vie qui prépare la romancière. C'est une vie assez romanesque aussi, parce que il y a des scènes qu'elle décrit où on a la maison de la tante, qui est une grande maison de marbre avec des tapis rouges partout, et puis un mari, l'oncle, le mari de la tante donc, qui se retrouve assassiné, enroulé dans une moustiquaire, lardé de coups de couteau. Là-dessus, procès, la tante, on se demande si elle l'a pas plus ou moins aidé, en tout cas, à se larder de coups de couteau, et puis finalement pas du tout, on va retrouver les deux assassins, etc. Mais enfin, c'est quand même une existence assez romanesque. Le grand-père, on a dit qu'il avait fait fortune en vendant des bouchons de liège dans les souks, nous dit une source dont je ne suis pas très sûre, mais que j'ai trouvée assez amusante. Même riche, il resta toujours attaché à son âne. Bon. Et puis la grand-mère était une musicienne et une chanteuse hors pair qui jouait de l'oud comme une virtuose. Il y a aussi une arrière-grand-mère qui s'appelle Teta, qu'elle décrit, qui erre dans les couloirs et qui lui demande de la suivre quand elle va au cabinet parce qu'elle a peur de mourir à un endroit pas très remarquable. Et donc, voilà, elle habite dans un petit milieu assez étonnant, qui est étonnant jusque dans la relation avec ses parents, et c'est là que je veux en venir. Elle a cette description très belle de cette relation, donc, avec sa mère notamment, qui va faire l'objet de tout ce livre plus tard. Mais elle dit « Alice, ma mère, était très belle et très brillante. Elle était aussi renommée pour son charme et pour son élégance. Il faut quand même dire qu'elle avait été classée par Vogue parmi les 10 femmes les mieux habillées du monde en 1934. Donc on voit bien le genre de famille dans lequel elle avait grandi. Mon père était toujours parfaitement coiffé, rasé, manucuré et vêtu, beau et plus grand que la plupart des hommes de sa génération. Son extrême gentillesse le faisait néanmoins paraître effacé à côté d'elle. Ni l'un ni l'autre de mes parents ne jouèrent un grand rôle au temps de ma jeunesse. Totalement absorbés par leur sortie et leur mondanité, ils m'avaient confiée à des gouvernantes. Ne s'inquiétant jamais à mon sujet, ils me délaissaient avec sérénité et la plus parfaite bonne conscience. Ce n'est que bien plus tard, après leur séparation, que j'appris à déceler les qualités cachées de tact et d'affection de mon père, ainsi qu'à découvrir la personnalité exceptionnelle de ma mère. Et alors, elle raconte comment, à 7 ou 8 ans, elle essaye d'aller lire un texte, un poème qu'elle vient d'écrire à l'école, à sa mère, qu'elle a réussi à coincer dans un petit salon au sous-sol de leur immense maison, et la mère, là, va l'écouter pendant quelques minutes, et elle se dit, c'est extraordinaire, je la tiens donc par ça veut dire que ça vaut quelque chose, et puis hop, elle a un coup de fil, et la mère se met à chuchoter au téléphone, probablement avec un amant, enfin on ne sait pas très bien, la petite fille se trouve complètement abandonnée et délaissée, et se dit, non, ça va pas encore marcher, il lui faudra Michael plus tard, pour se dire qu'au fond, en effet, elle était faite pour ça. Alors, je vous passe tous les détails de cette histoire, mais les parents vont divorcer, ce qui est une chose assez peu courante quand même à l'époque. Il se trouve que la mère est orthodoxe, et ça se pratique plus du côté orthodoxe que du côté catholique, mais donc il s'ensuit un interminable procès. La mère se met d'ailleurs à apprendre l'arabe pour pouvoir se défendre au cours de ces procès, puisque, en fait, c'est une famille où l'on parle anglais et français. Je n'ai pas réussi à savoir très bien quelle était la langue prioritaire, sans doute le français, d'autant que, après avoir été à l'école du Sacré-Cœur pendant quelques années, pendant les années du procès et du divorce, André Chédid est envoyée à Paris. Elle va passer quelques années dans une sorte d'internat, le temps que tout ça s'arrange du côté parental, puis revenir au Caire, où elle va habiter avec son père. Elle va avoir une typhoïde, la deuxième dans son enfance. Elle avait failli mourir de la typhoïde, et c'est sans doute aussi une clé intéressante, parce qu'il y a la présence permanente de la mort comme ça qui couve dans toute l'œuvre, dans le sentiment qu'elle la surveille ou qu'elle la guette. Il faut savoir que donc la petite André Chédid avait eu une typhoïde à 3 ou 4 semaines, et qu'elle en aura une seconde à 18 ans. Elle manque en mourir, mais sa mère revient, s'occupe d'elle, etc. André, donc, va pendant ce temps-là continuer d'étudier, et puis va faire un diplôme en journalisme à l'université américaine du Caire. C'est là que je vous dis qu'en fait, elle étudie aussi bien en anglais qu'en français de manière à peu près indistincte. Il se trouve que dans l'intervalle, elle va rencontrer quelqu'un
et elle le raconte très joliment. Je vais maintenant vous raconter l'histoire d'un amour qui naquit en 1938, elle a donc 18 ans, et d'un amour qui naquit en 1938 et n'a jamais vieilli. Après quelques années d'études en Europe, je retournais vivre en Égypte avec mon père, à cette époque divorcé. Un dimanche, ma tante Élise nous invita à déjeuner avec l'évêque maronite et son corps-évêque. Elle adorait son frère Sélim, mon père, mais détestait Alice, ma mère, que j'adorais. Elle lui reprochait d'être trop moderne ou pire encore, de ne pas être comme il faut. 2 phrases pleines de sous-entendus. Après avoir d'abord refusé de la rencontrer, cédant à l'insistance de mon père, j'avais fini par accepter, tout en choisissant, en espérant choquer toute cette honorable assistance. C'est aux environs de midi de ce très mémorable dimanche qu'apparut un jeune homme au regard indéchiffrable qui me traversa. Ce fut le choc, le coup de foudre intégral. J'avais beau avoir voulu scandaliser ma tante et la punir de tout le mal qu'elle avait dit de ma mère, cela ne tenait plus. Vive, à jamais plus vive, labourée et contente, j'étais dévastée dans le bonheur, je tombais amoureuse sur le coup et ne m'en suis jamais remise. L'aventure dure depuis 70 ans, de bien belles années. Et effectivement, c'est un très beau texte qui nous renvoie à un texte de la toute fin de la vie, que j'ai envie de vous lire parce qu'il est émouvant quand on a entendu le tout début de l'histoire. C'est un texte du dernier recueil, L'étoffe de l'univers, qui s'appelle « Que deviendrais-je sans mon époux ?» qui est donc bien resté le même toute la vie. Louis Chédid. « Que deviendrais-je sans mon époux ?» écrit-elle en janvier 2006. « Ma durée se prolonge, je voudrais en sortir, le temps se délaye et semble inépuisable. Je ne veux plus de cette abondance, de ces liens, de ces délais et ces palabres intarissables. Que deviendrais-je sans mon époux ? Depuis longtemps, trop longtemps, je vis par intervalles et m'étends pour dormir, espérant que c'est l'ultime fois. » C'est la maladie d'Alzheimer qui emportera Louis Chédid. Alors, ce Louis Chédid, il a une particularité, c'est que c'est son cousin. Hein, on l'a vu, en fait, elle le rencontre chez la tante. Et donc, ça se passe au début très très mal, puisque la mère lui interdit de le revoir, en se disant ça va être une catastrophe, etc. Eh bien, pas du tout, ils vont donc se marier. Lui est un biologiste renommé, qui va être chercheur au Collège de France, directeur de recherche au CNRS, prof à l'Institut Pasteur, qui va travailler avec des prix Nobel, et qui a connu aussi les peintres, Brancusi, Brassailles, les poètes, Tristan Tzara, qui va d'ailleurs écrire un livre de mémoire qui s'appelle Mémoire vagabonde et qui devait être lui aussi assez fantaisiste et assez joueur, parce qu'on trouve cet extrait notamment de ses Mémoires vagabondes où il dit, il raconte avoir passé avec Tzara la nuit, avec Tristan Tzara, donc le poète dadaïste, la nuit la plus décevante de sa vie. Il dit, nous descendions en voiture pour aller chez Picasso, je salivais à l'idée qu'il me raconte le dadaïsme et il ne m'a parlé que du prix de la baguette. Effectivement, c'est un peu court, mais bon. Alors, André Chédid, elle vient de rencontrer ce très jeune homme. Elle est en train de finir son diplôme de journalisme à l'université américaine du Caire. Et elle joue par ailleurs, elle fait du théâtre amateur en anglais. Et là, elle se dit que son mari, qui part à Beyrouth, où il va faire des études de médecine, il faut le suivre. Et donc, elle part, et c'est là qu'elle va commencer l'aventure littéraire d'André Chédid en 1942, parce que son mari se débrouille pour faire traduire, alors je crois qu'on le trouve ici aussi dans ce texte, voilà, le monde était en pleine guerre, mon mari poursuivait ses études à Beyrouth, je partis le rejoindre. À cette époque, je ne songeais pas sérieusement à écrire, pourtant c'est probablement dans ce pays que naquit ma vocation d'écrivain. Curieusement, j'écrivis mes premiers poèmes en anglais à l'occasion de notre premier anniversaire de mariage. Mon mari me fit la surprise de les faire publier sous le pseudonyme de A. Lake par une revue du Caire avec le titre de On the Trails of My Fancy, bon, sur les chemins de ma fantaisie. Et elle explique ensuite qu'elle avait complètement oublié ce recueil qu'elle retrouvera beaucoup plus tard. Sauf que ces poèmes ne sont pas vraiment anodins. D'abord, il y a l'épigraphe qu'elle a choisie pour ces textes. Elle les a inscrits sous un chapeau tiré de D.H. Lawrence, vous savez, l'auteur de Lady Chatterley notamment. Et elle a choisi une citation que je vous donne ici plutôt en français, où elle dit « Nous devrions danser avec ravissement
puisque nous sommes en vie et partie du cosmos incarné et vivant. Et donc on trouve déjà là une sorte de déclaration ou d'inscription de la poésie sous le signe de la vie, de la danse et de cette fameuse écriture corps dont je vous parlais, qui est très nette. Et puis, en réalité, ces textes-là vont connaître une certaine fortune littéraire à l'époque. Ils sont lus, et non seulement ils sont lus, mais on dit des choses assez importantes sur eux, puisqu'à l'époque, il y a des critiques qui la comparent. Elle a 23 ans donc, et dans la Semaine égyptienne, on rend compte de ce texte. Et un critique dit « Je pense à Pierre-Jean Jouve, Paul Éluard, Fargue, qui ont plongé le bec dans les régions les plus cachées. Je pense à Giono et à sa poésie des cosmogonies, à Claudel, etc. » Donc il l'inscrit quand même sous un signe qui est plutôt très élogieux. Et elle rencontre aussi à l'époque des écrivains égyptiens dont on a oublié le nom aujourd'hui, ou en tout cas je ne les connaissais pas du tout pour ma part, un certain Maurice Breen par exemple, qui dit dès cette époque-là, où je me trompe fort, où l'Égypte compte un nouveau poète. Un laïc me paraît en effet marqué du signe des élus. Elle possède d'abord cette fantaisie qui lui permet de passer sans effort du grave au doux, du plaisant au sévère. Elle a en même temps un don étonnant des images. Elle est mélancolique et sérieuse, etc., etc. Et donc, ça n'est pas complètement anodin. Mais il se trouve que en 1946, Louis Chédid est recruté à l'Institut Pasteur comme chercheur, et que donc elle choisit de le suivre. Et elle part, mais avec enthousiasme et délectation, je veux dire pas du tout forcée ni dans un sentiment d'exil, elle part vivre à Paris, et elle dit donc à ce moment-là, voilà, c'est un peu ce qui a dirigé mon choix d'écrire en français, et elle dira plus tard, j'ai quand même hésité, parce que je trouvais que la langue anglaise était très riche sur le plan poétique, qu'elle remplissait bien la bouche, qu'elle avait quelque chose de savoureux. Quand je me suis mise à écrire de la poésie, j'ai pensé que l'anglais était une langue qui allait mieux à l'oreille. Mais le français est ma langue, je le parlais beaucoup plus, d'ailleurs je suis venue habiter ici. Et donc c'est en fait ce départ pour Paris qui va signifier pour elle l'entrée en littérature dans la langue française. Alors la vie continue pendant ce temps-là, il n'y a pas que l'écriture évidemment, elle fait vraiment partie de ces femmes qui d'ailleurs mettent sur un même plan ou presque la création littéraire et la création tout court. Je fais une toute petite incise ici pour vous dire qu'il y a un très beau texte sur ce sujet-là, qui est un sujet féminin par excellence, mais qui est le sujet de la création et de la genèse et de ce que ça peut signifier d'accoucher aussi bien d'un enfant que d'un texte, et de la différence évidemment qu'il y a entre les deux, mais qui est un sujet récurrent qu'on trouve notamment chez Nancy Houston dans un très beau livre de 90 qui s'appelle Journal de la création, et que j'en profite simplement pour vous signaler parce que je l'avais trouvé très éclairant. Et André Chédid, donc dans ces années-là, qui sont des années d'intensité pour elle, à la fois parce que c'est la découverte de Paris, et puis ça va être le début d'une carrière littéraire. En 1949, elle publie son premier recueil en français chez Guy Lévis-Manot, qui s'appelle Texte pour une figure. Mais à la même époque, elle va avoir, quelques années avant même, avant de publier ce texte en français, elle va avoir une fille, Michel Chédid, qui est née en avril 45, qui est peintre, et j'en profite là pour faire la parenthèse que certains d'entre vous attendaient peut-être sur la question généalogique des Chédid par rapport à M et à Mathieu Chédid, donc dont on entendra pour finir le tube Je dis M, qui lui a été écrit par sa grand-mère, c'est-à-dire par André Chédid. J'ai préparé ça. Mais donc, l'histoire généalogique est très simple. André Chédid a eu de Louis Chédid 2 enfants, Michel, donc, qui est une femme, qui est peintre, et puis Louis Chédid, en 1948, vous voyez, qui naît à cette époque où elle commence tout juste à écrire, qui va devenir chanteur, et qui aura lui-même 4 enfants, donc Émilie Chédid, qui est réalisatrice, Mathieu Chédid, qui devient M, et donc pour qui elle écrit le fameux Je dis M, Joseph Chédid, qui est né en 86 et qui est aussi chanteur, c'est une tribu assez incroyable. Joseph Chédid, frère de M, donc frère de Mathieu, qui chante sous le nom de Selim, c'est pour ça qu'on s'y perd un petit peu, et que j'ai récapitulé les choses parce que je ne savais plus qui était qui. Et puis Anna Chédid, enfin, la 4e fille de Louis Chédid, qui est née en 87 et qui est chanteuse, elle aussi, sous le nom de Nash, et qui raconte qu'elle a commencé à écrire parce que sa grand-mère lui avait offert un carnet et un stylo, justement. Voilà. Et il y a d'ailleurs une très jolie phrase d'André Chédid qui explique
sa mère s'était opposée à ce mariage entre cousins germains, et elle dit, elle vint au Caire pour nous déconseiller ce mariage entre cousins parce que son professeur de mari craignait que nos enfants ne soient idiots et tarés. Mais ce fut tout le contraire. Nous avons eu un fils et une fille hors normes. Ce furent de belles années. Les enfants sautaient dans nos bras. Nous étions heureux. Michel était belle comme le jour. Lou était beau comme la nuit. Il devait devenir chanteur à succès. Et les enfants se perpétuèrent. Un petit-fils, M, devint une grande vedette lui aussi. C'était dans la tradition. Leur avais-je confié mes gènes? Je me souviens que Louis Junior avait confessé dans une interview qu'il n'avait aucune envie de travailler en classe et qu'il aimait me voir ne rien faire et laisser libre cours à l'imaginaire. Ce serait pourquoi il avait emprunté mes chromosomes pour devenir chanteur. Il suffit que je ferme les yeux, je les revois tous alignés. Il ne manque personne à l'appel. Vive les souvenirs, ils peuvent combler les absences, etc. Et il y a là une sorte de bonheur quand même intrinsèque à cette famille qui a l'air de se transmettre d'une génération à l'autre, et ça constitue une tribu assez étonnante qui est unie d'une étonnante manière avec des albums et des projets en commun. J'en avais croisé quelques-uns. Parce qu'il y avait eu un hommage à l'Institut du monde arabe rendu à André Chédid sous la houlette de Jean-Pierre Siméon au Printemps des Poètes, justement, il y a 1 ou 2 ans. Et effectivement, c'était très émouvant parce qu'il y avait les petits-enfants, et même, je me demande s'il n'y avait pas encore la génération suivante, c'est tout à fait possible, qui étaient venus chacun chanter, parler de leur grand-mère et lui rendre hommage. Alors, je ne vais pas ensuite rentrer donc dans le détail de la vie poétique d'André Chédid, je vais plutôt simplement aborder son œuvre sous quelques grands thèmes, mais c'est donc à partir de 1949 qu'elle commence à publier une série de recueils en français et de romans en parallèle, puisque son premier roman date de 1952 et que s'en suivront donc des dizaines de textes pendant un demi-siècle. J'en viens sur l'aspect biographique un peu rapidement à la fin qui est difficile, hein, comme toutes les fins. Elle a de très beaux mots quand elle parle de ce que disait Louis Seigneur, c'est-à-dire Louis Chédid, son mari donc, et elle dit « Louis Seigneur affirme souvent « Puisque la dernière coupe de vin est la meilleure de la bouteille, les dernières années devraient être les meilleures de l'existence, belles et douces comme un panorama atteint au sommet de la montagne. En ce qui me concerne, je trouve qu'il n'y a pas de quoi chanter victoire en pénétrant dans la vieillesse. On s'use, on perd peu à peu ses facultés de vivre. Tout au bord de cette mort qui s'annonce avec fièvre, on dilapide le temps. » Et elle raconte bien dans le texte justement les saisons de passage, comment sa mère avait cette sorte de peur que la vie n'ait plus de sens, qu'il fallait, avant que ce soit trop tard, ramasser chaque miette possible de bonheur. Il y a vraiment un appétit d'émerveillement qui traverse leur destin et leur manière de vivre jusqu'à la fin. Et André Chédid s'éteindra donc le 6 février 2011. Et sur sa tombe à Montparnasse, on trouve une citation de Chrétien de Troyes qu'elle avait choisie et qui dit « Le cœur... » Non, qui dit... Attention, justement pas. Le corps s'en va, le cœur séjourne. Le corps s'en va, le cœur séjourne, évidemment, dans celui des vivants. Je voudrais vous dire justement quelques-uns de ces derniers poèmes qui sont émouvants, qui donnent à voir la femme qui écrit jusqu'au bout, ou presque, puisque les toutes dernières années, elle avait Alzheimer, elle n'écrivait plus, mais elle écrit jusqu'en 2006, en gros. Et tout à la fin, quelques-uns de ces textes. J'ai bien assez vécu, j'habite l'ombre des ombres, une brume couvre l'horizon. L'azur se découvre, le soleil rejaillit, l'aurore teinte le ciel, apaisant les tempêtes de mon âme. J'écoute les oiseaux, ils me consolent, eux aussi sont créés pour mourir. Je meurs d'avoir trop espéré, d'avoir trop et trop vite vécu de la douceur des morts qui m'appartiennent. Je n'ai vécu que de morts, de ces morts précoces qui défiaient le temps, de ces morts en cavale qui méprisaient le temps, de ces morts nomades qui brûlaient le temps, de ces morts trop vieux dont la mort est un songe. Je les ai savourés, tous ces morts trop doux qui perdaient leur langage. Je les ai serrés dans mes bras pour prolonger leur vie, pour une dernière étincelle. La mort immense nous fait face, silence, elle est parole, tombée du vent, elle est poussière sur le sommeil. La mort immense nous fait face, elle nous accueille puis nous chasse,
elle est la nuit, parfois le jour. Et le tout dernier texte que l'on trouve ici, dans le recueil, j'en ai assez de mourir jour après jour et de laisser les journées filer entre mes mains. J'en ai assez de périr jour après jour et de perdre dans l'oubli tous mes lendemains. La sève des souvenirs ne m'habite plus, le silence s'installe, nos mains unies se sont tues dans l'herbe, la mémoire m'a quitté, et le jour s'enveloppe de ficelles qui m'emmaillotent et me laissent sur la rive, abandonnée. Je veux me redresser, mais pourquoi et comment? J'abandonne et laisse la mort immense prendre ma place. Pour toujours? Mourir, cet abandon de soi, ce lâcher des ficelles, ce délaissement de la vie et des choses, cette interruption. C'est donc les derniers mots de l'œuvre, cette interruption. Il y avait des choses, en réalité la thématique de la mort, on la retrouve tout au long de l'œuvre, je vous le disais. Il y avait des textes qui, eux, étaient les textes du versant Phénix et Renaissance, que j'aime beaucoup, notamment celui-ci, qui s'appelle « Du même pas ». Un soir, hors de la fête, tu m'as fait escorte. La vie nulle part ne s'achève, mais vient le temps des marais. Le vent lasse les peines, demain souffle aux portes. Rien n'est jamais perdu de ce qui fut aimé. Rien n'est jamais perdu de ce qui fut aimé. J'aurais pensé que c'était ça, qui serait sur la tombe. Au lieu du le corps s'en va, le cœur séjourne, mais c'est la même chose. Rien n'est jamais perdu de ce qui fut aimé. Très très beau texte. Et puis il y a justement encore un très beau texte qui s'appelle Pour survivre, et avec lequel je voulais conclure la séquence biographique de cette présentation, avant de vous parler un tout petit peu des thématiques de l'œuvre. Et ce texte Pour survivre est le suivant. Tu auras pour survivre des collines de tendresse, les barques d'un ailleurs, le delta de l'amour. Tu auras pour survivre le soleil d'une paume, le tyran d'une parole, l'eau du jour à jour. Tu dresseras pour survivre des brasiers, des terrasses. Tu nommeras la feuille qui anime le rocher. Voilà en gros pour le parcours biographique autour d'André Chédid. Maintenant, quelques mots simplement pour peut-être caractériser un peu cette poésie, ouvrir des pistes en tous les cas, parce que vous savez bien que de toute façon, pour la poésie en particulier, il n'y a rien de mieux que de se plonger dans l'œuvre elle-même, sans aucun doute. Mais il y a quand même quelques angles d'attaque dont on peut se parler, autour desquels on peut dire des choses importantes, je crois, quand on parle d'André Chédid. Le premier, c'est la question de la transparence ou de la limpidité. C'est ce qui revient le plus souvent sous la plume des critiques, quelquefois d'ailleurs pour le lui reprocher, parce qu'André Chédid, il faut bien en prendre la mesure, a été dans cette époque une forme d'exception. C'est d'ailleurs un peu ce qui fait pour moi aussi sa valeur, justement, la preuve vivante qu'il y avait une autre voie que celle du formalisme, de l'expérimentalisme, etc. Et les chroniqueurs de l'époque ne s'y sont pas trompés. Dès le début, ils ont bien vu. Alors, il faut quand même déjà avoir en tête qu'elle écrit avec un très beau parrainage qui est celui de René Char. Sur son premier recueil, je cherche ce qu'il en avait dit, je vais vous le dire parce que c'est très beau. Alors, c'est dans l'autre livre. On a donc René Lacotte et René Char. Je vous cherche René Char que je vais retrouver dans un instant. Qu'est-ce qu'il vous disait, René Char? Voilà. René Char disait d'elle: Seul le visage, qui est le titre de l'un de ses recueils de poèmes, seul le visage contient des poèmes non dépendants qui existaient dans le moi perpétuel avant qu'ils fussent lus par autrui et tracés par nous. Ils étaient en leur entier poèmes aimés dans le futur. Le poème Brève invité est comme une graminée d'eau sous la cascade d'une source. C'est la définition qu'il
qu'il donne de cette écriture comme une graminée d'eau sous la cascade d'une source. Il dit ça à propos d'un poème qu'elle a justement dédié à sa première fille, Michel Chédid, enfin à sa première et sa seule fille d'ailleurs, Michel Chédid, qu'elle a écrit donc en 1945 et qui s'appelle « Brève invitée », que je veux vous lire pour que vous sachiez ce que René Char considérait comme une graminée d'eau sous la cascade d'une source. Texte qui est le suivant, en termes de transparence ou de limpidité, effectivement, on fait difficilement mieux. Brève invitée dédiée à ma fille. Ma lande, mon enfant, ma bruyère, ma réelle, mon flocon, mon genêt. Je te regarde, demain t'emporte où je ne saurais aller. Ma bleue, mon avril, ma filante. Ma vie s'éloigne à reculons. À toi les oiseaux et la lampe, à toi les torches et le vent. Mon cygne, mon amande, ma vermeille, à toi l'impossible que j'aimais, à toi la vie, sel et soleil, à toi, brève invitée. Voilà l'un des premiers textes qui lui vaut la reconnaissance de ses pairs. Mais à cette époque-là, donc, dans la revue des lettres françaises, on trouve ce qui caractérise bien sa poésie, avec René Lacotte, donc, qui nous dit « La poésie d'André Chédid est une poésie claire, simple, qui peut sembler pourtant difficile lorsqu'elle rejette les séductions littéraires, tous les artifices de langage qui font écran entre le poète et son poème. Le langage d'André Chédid n'est pas absolument direct, mais il est dépouillé jusqu'à la transparence. Il ne recourt à des métaphores que pour donner force aux sentiments et non pour la recherche d'une beauté plastique. Il y a dans cette économie austère une singulière tension en résonance avec un effet intense d'élucidation qui est aussi de la part d'un poète une lutte pour arracher au néant et à la mort la valeur infinie des instants vécus, pour donner force et vie à cette idée que ce qui fut un seul instant existe désormais pour l'éternité. Et René Lacotte dit, je crois qu'avec ce livre, elle est devenue aujourd'hui l'un de nos grands poètes. C'est une chronique de poésie des lettres françaises, vous voyez, en 1968. Il y a un autre critique qui dit quelque chose de très beau sur la poésie d'André Chédid à cette époque-là, et qui, je crois, est intéressant par rapport à l'époque dans laquelle elle écrit. Il s'appelle Alexandre Papadopoulou, directeur de la Revue du Caire à l'époque, et il parle de Texte pour un poème, l'un des premiers recueils aussi, et il nous dit... Par un agréable contraste avec l'immense vanité qui boursoufle le moindre poétaillon, qui, pour cacher l'indigence de son invention, s'affuble de loques voyantes et d'oripeaux arrachés à de plus sûres gloires, la poésie d'André Chédid vaut beaucoup mieux que le genre dont elle relève. Et il dit, cette poésie lui permet d'exprimer avec une frange musicale de mystère, une féminité translucide et la présence d'émotions qu'elle égrène avec un délié d'allure et une gratuité de mouvement authentique. Les images ne sont ni trop recherchées ni trop savantes, tout en ayant la pointe d'arrière-conscience de soi nécessaire pour s'affirmer par elle-même. Donc c'est ce qui va revenir tout au long des remarques critiques qui vont être faites à l'époque, c'est cette dimension de la transparence, avec aussi une très belle remarque faite par André Laude, bien oublié aujourd'hui, mais qui a beaucoup écrit lui-même. Je trouve un beau texte, un long texte sur André Laude dans le magazine Palast en ligne notamment. Et André Laude dit « André Chédid n'est pas de la race de ceux qui cassent le langage, elle n'est point un poète de laboratoire, d'avant-garde, ce qui ne l'empêche pas d'aimer jouer avec les mots à la manière des enfants, pour lesquels d'ailleurs elle a écrit quelques savoureux recueils, etc. » Voilà, tout ce qui revient, c'est l'idée qu'il y a une forme de transparence, de limpidité et de lyrisme qui en même temps est très loin d'être naïveté. Et donc elle essaye toujours de se situer sur une sorte de ligne de crête, cette ligne de crête du lyrisme que défend par ailleurs quelqu'un comme Jean-Pierre Siméon justement, qui considère à la fois que l'écriture doit être immédiatement lisible et compréhensible. Vous le voyez dans les textes que je vous ai dit et dans d'autres que je vais vous dire, on n'est pas dans une interprétation ou une interrogation du moindre mot en se demandant ce qu'elle a voulu dire. On a très immédiatement le sentiment et la sensation de la comprendre, et en même temps ces textes préservent la part, j'ai envie de dire, non pas du mystère mais de la suggestion,
qui permet d'aller un tout petit peu au-delà de la surface des choses. Elle parle souvent de la pulpe et du goût des choses, et elle s'inscrit donc, je crois, dans cette tradition des poètes qu'on pourrait appeler de l'évidence secrète, si on voulait reprendre le titre d'un des recueils qui était un recueil de nouvelles d'ailleurs de Max-Paul Fauché, dont je vous avais parlé aussi l'an dernier, les évidences secrètes, ceux qui considèrent que la poésie est faite pour donner accès à l'essentiel, et donc pour parler de l'essentiel, qui est nécessairement la mort et la vie, sans pour autant aller absolument chercher du côté d'une transcendance. Le deuxième élément, après cette affaire de transparence et de limpidité que l'on retrouve à travers toute son œuvre, et dans son œuvre romanesque aussi, qui se lit très facilement et très aisément, si bien, je vous le disais, qu'elle a parfois été classée en littérature jeunesse. La deuxième chose, c'est qu'il y a chez elle une sorte de passion du concret et un aller-retour perpétuel entre le corps et la parole. Elle parle souvent de la pulpe éphémère des corps, la chair et les mots, le visage et le regard. C'est une poésie très incarnée, qui est pleine de souffle, d'odeurs, de visions, d'images, qui aime donner à voir, donner à entendre. On y trouve des jardins, on y trouve des paysages, on y trouve des arbres, qui cherche aussi, qui croit aussi dans cette sorte de faculté que peut avoir le langage de créer le monde en le disant, comme si finalement dire un poème c'était inventer la chose. Je vous donne un exemple avec le poème qui s'appelle Les Mouettes et qu'on trouve dans un de ses tout premiers recueils, Texte pour un poème, 1950, et dans Les Mouettes elle écrit « Je te donne 3 mouettes, la pulpe d'un fruit, le goût des jardins sur les choses, la verte étoile d'un étang, le rire bleu de la barque, la froide racine du roseau. Je te donne 3 mouettes, la pulpe d'un fruit, de l'aube entre les doigts, de l'ombre entre les tempes. Je te donne 3 mouettes et le goût de l'oubli. » Vous voyez là cette capacité d'évocation, d'invocation des choses et du monde qui revient toujours à travers ces textes. C'est une poésie qui sait dire « je » aussi. C'est pour ça que c'est une poésie incarnée. C'est une poésie qui parle beaucoup du corps, mais c'est aussi une poésie dans laquelle le « je » est très présent. L'un des textes les plus symptomatiques à cet égard, c'est un texte qui s'appelle « Les saisons du sang » qu'on trouve dans le beau recueil « Fraternité de la parole », dont est extrait aussi un poème que j'avais mis sur ma page Facebook, qui avait eu un grand succès, qui avait été beaucoup aimé par les lecteurs, qui s'appelait « La femme des longues patiences », que je vais pouvoir retrouver aussi. Et dans « Fraternité de la parole », les saisons du sang. J'ai des saisons dans le sang, j'ai le battement des mers, j'ai le tassement des montagnes, j'ai les tensions de l'orage, la rémission des vallées, j'ai des saisons dans le sang. J'ai des algues qui me retiennent, j'ai des hélices pour l'éveil, j'ai des noyades, j'ai des leviers, j'ai des entraves, j'ai délivrance, j'ai des combats, j'ai fleurs et paix. Et puis, c'est une poésie du questionnement. C'est une poésie qui laisse les points d'interrogation s'accumuler de manière très littérale d'ailleurs. C'est presque une marque de fabrique chez elle, depuis les premiers recueils jusqu'au tout dernier. C'est une poésie qui n'exclut pas l'angoisse, un versant obscur, celui de la mort, celle du père notamment, puisqu'elle perd son père à 50 ans et qu'elle écrit un très beau texte d'ailleurs qui s'appelle « Le compagnon de la dernière heure », que je n'avais pas prévu de vous lire, mais peut-être que ce serait bien si je le retrouve ici. C'est un texte qu'on trouve dans le deuxième recueil, Cérémonial de la violence. C'est un texte que je vous retrouverai peut-être tout à l'heure. Et donc, en tous les cas, c'est une poésie, oui, je vous le disais, qui est guettée par le néant et qui interroge en permanence ce néant et cette vie en partant de soi. Alors ce texte s'appelle justement « Je ». Qui me quitte
et m'habite, qui me débusque et se dérobe, qui dérive tandis que je m'emmure, qui se rive alors que je me fuis, qui est sans grappe, qui est la saveur même qui m'assiège et m'écorche, me lâche dans les ravins, qui est abrupte comme l'écorce, humble comme les puits, qui est mon bec ou ma lande, qui me happe, me traverse, me résiste, me défie, qui me berce et m'emporte, qui me réconcilie. Autre poème du questionnement, un poème qui s'appelle « Homme parmi les pierres ». À quoi ressemblons-nous, braise sur l'ardoise des âges, dressant des degrés dans l'ombre, traçant des halos sur les mers, semant des étoiles dans les puits, hommes parmi les pierres qui ne cessons de mourir. À quoi ressemblons-nous, sentinelles sans réponse, magiciens du cri? Le fanal. Laquelle de nos nuits s'incline si bas qu'elle nous force à toucher cendre? Laquelle de nos nuits nous prend pour cible, détisse ou rompt le jour? Comment retrouver l'aube et son métal dissous? Avec quoi reforger le fanal? De quel œil rivé sur l'horizon défier la carapace des ombres? De quel cri saluer l'éclair entrevu? Et ce texte, à quoi joue-t-on? Que faisons-nous d'autre que jardiner nos ombres, tandis qu'au loin crépite et s'évade l'univers? Que faisons-nous d'autre que visiter le temps, tandis qu'au pré s'architecture notre mort? Que faisons-nous d'autre que rogner l'horizon, tandis qu'au loin, qu'au pré, le grand heurt? Voilà, alors c'était les trois grands points que j'avais envie de souligner. Il y en aurait évidemment bien d'autres qu'on pourrait aller regarder à travers cette œuvre, mais cette dimension de la transparence, cette passion du concret, de l'écriture incarnée, et puis cette poésie du questionnement, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers toute son œuvre. Et elle va dire, elle a défini sa poétique, si l'on veut, dans 3 ou 4 ensembles que vous pouvez retrouver ici, qui vont du tout début de l'œuvre, qui s'appelle La Terre, la poésie, ça date de 1956, où elle décrit ce qu'est vivre en poésie. Vivre en poésie, ce n'est pas renoncer, c'est se garder à la lisière de l'apparent et du réel, sachant qu'on ne pourra jamais réconcilier ni circonscrire. Puis elle en tire une sorte de poétique. Ça continue avec Chantier du poème, qui est là encore une sorte de suite de courts poèmes en prose qui définissent sa vision de la poésie. Et puis ça continue avec un ensemble de textes qui s'appelle Approche, dans Territoire du souffle, dont est tiré notamment le Poésie et réalité que je vous lisais en introduction, et qui reprend pour l'essentiel sa fameuse cette poétique. Elle dit notamment, moi j'aime bien cette définition-là, la poésie n'est pas refus au survol de la vie, plutôt une manière de la féconder, de rendre compte de ses largesses. Elle témoigne aussi d'une soif qui nous hante, d'une interrogation qui nous garde en haleine. Chaque poème achevé devrait apparaître comme un caillou dans la forêt insondable de la vie, comme un anneau dans la chaîne qui nous relie à tous les vivants. Le jeu de la poésie est à tous, le moi de la poésie est plusieurs, le tu de la poésie est au pluriel. Alors, c'est une poésie qu'on peut lire quasiment comme on médite, c'est-à-dire qu'on peut la lire à toute petite touche, à tout petit trait, entre 2 trains, dans un bateau, j'ai essayé récemment. S'arrêter, réfléchir, recommencer à la lire, c'est une poésie qui se veut en même temps philosophie de la vie, puisque comme tout poète, elle cherche à conjurer la mort en écrivant, et puis finalement elle ne trouve que la vieillesse. Elle a la conscience très claire que les mots ne sauvent de rien. Elle le disait littéralement dans ce premier texte, Poésie et réalité, mais en même temps ils sont la seule chose qu'elle arrive à opposer au vertige du néant. Cette poétique-là, qui est une poétique de la simplicité, de la fantaisie, de la douceur, mais du bonheur aussi, elle n'exclut pas une part épique et colérique,
sur un versant plus politique de l'œuvre. Elle a d'ailleurs une pétition de principe qu'elle affirme très clairement dans ses derniers textes, où elle dit « Le poète est dans la cité ». Et c'est là que intervient une série très particulière par rapport au reste de son œuvre, qui sont les textes du cérémonial de la violence, écrit à propos du Liban à la fin des années 70. Et alors, cérémonial de la violence, je voudrais vous en lire quelques extraits, parce que vous allez voir que c'est très différent de tout le reste. Il faut que je retrouve le bon post-it, puisque c'est une chose que d'en avoir 50, et finalement, on n'arrive plus à retrouver celui qu'on cherche à l'instant où on cherche. Voilà, cérémonial de la violence, cri pour le Liban, qui est là. Là, vous allez voir, on n'est pas tout à fait dans le même registre. Le pain de la mort. Alignez-vous les chiffres. 6 000, 10 000, 20 000, 30 000. Redressez-vous les morts, vous n'êtes plus que des nombres. L'année fleure le cadavre, avec ses 52 semaines, ses 365 jours, ses heures par fournée, ses minutes par légion, avec la 9 saison amassant d'autres trophées, par 10 et 100 et 1000, ainsi de suite, se trame l'obscur calendrier. Rangez-vous côte à côte, tous les tueurs gibiers, tous les tueurs, les colons massacrés, l'enterré déterré, les innocents vengés, les victimes meurtrières, tous les tueurs tués, tous les tueurs chasseurs. La mort vous collecte tous, mes frères, la mort vous annule d'une même voix. Devenez ces restes, ces parcelles de bustes, ces lambeaux de tête, ce lot de cuisses, de mains, de sexe, ces épaves qui suintent, ces dépouilles fétides, ces viscères dégrafés. Tranchez l'unique fibre de vie, laissez-vous engloutir. Vous êtes le pain de la mort. Ce texte terrible. Ceci était mon fils, ma fille, mon père, ma mère. Cette chose, mon aimé, mon aïeul, mon enfant. La femme vêtue de noir, agglutinée aux mouches, tournoie dans une houle d'amour et d'aversion. Tournoie et se déchire autour d'un tas de chair qui suinte sous le jour. Ceci fut un vivant, cette chose fut une personne. Ce sang, dilapidé sur le bitume, s'ordonnait hier encore dans un réseau de veines, retissait hier encore la loi de l'existence. Ce cœur sentinelle s'est raidi sous le plomb, ce sac à vermine, abrité des entrailles où s'ouvrait le plaisir, où germinait la vie. Un rictus a drainé toute la pulpe de ses lèvres, ses orbites à fourmis logeaient œil et regard. Ceci fut un vivant, cette chose fut une personne. L'esprit travaillait cette motte d'indifférence, la parole soulevait cette forme interrompue. La femme vêtue de noir tremble sous la tourmente, hurle dans le chaos, s'agglutine, aimantée à ce profil d'écorce, à cette main qui stagne, à ce marécage d'humeur, à ce baluchon putride, à ce « toi que j'appelle et qui ne sera plus ». C'était en plein midi, le soleil fleurissait sur un camp comme sur l'autre, quand cet homme sans frontières se fit abattre sur la ligne de démarcation. Ce fut en temps de paix que cette fille quitta les maisons d'abondance pour la table du pain rassis, les ornières de l'exil, le campement des humiliés. Au village, ce vieillard ensemença le champ de l'ennemi provisoire qu'il savait son ami. Cette femme arrête le bras vengeur d'un fils, celui-ci donne asile au pourchassé, l'autre abrite de son corps le corps d'un otage, sous l'étau des peurs, celle-là pense les blessés. Après le carnage de sa ville, ce prêtre écrivait « Nous n'avons rancune envers personne, la cause de toute victime restera la nôtre. » Après la destruction de sa bourgade, ce cheikh redisait « Nous continuons de penser que nous demeurons frères. » Voilà, je ne vais pas vous en lire beaucoup plus, mais vous voyez, cérémonial de la violence, c'est un texte
d'une extrême violence et en même temps d'un extrême engagement, et qui vient donc, par son existence même, contredire aussi tout ce qui pourrait venir nous dire « Ah mais oui, André Chédid, parce que c'est très simple et que ça parle de la vie, de la mort et des petits oiseaux et des hirondelles, au fond ça n'est rien d'important ». C'est au contraire justement par cette extrême simplicité qu'on atteint à un extrême engagement et une place pour la colère qui est ici très visible et très forte, alors même que André Chédid n'a pas pris de position ou d'engagement politique au sens politicien du terme, mais en même temps il suffit, je crois, de lire ces textes pour voir très bien où elle se situe en matière d'humanisme, sur ce versant très universaliste finalement de l'humanisme, qui s'explique aussi par sa biographie. Je vais peut-être m'arrêter rapidement pour qu'on puisse simplement échanger et parler de quelques questions, et juste vous lire quand même un dernier texte qui est l'un de mes préférés et qui s'appelle « Saison des hommes ». Vous avez vu qu'elle utilise très très souvent cette image de la saison, ça fait le titre de nombreux textes, y compris de ce recueil que je vous disais tout à l'heure. Elle en mêle toujours la question finalement cosmique du temps qui passe et du destin qui se déroule pendant ce temps-là. Et donc Saison des hommes se trouve dans Texte pour un poème. Sachant qu'elle nous sera ôtée, je m'émerveille de croire en notre saison, et que nos cœurs chaque fois refusent l'ultime naufrage, que demain puisse compter quand tout est abandon, que nous soyons ensemble, égarés et lucides, ardents et quotidiens, et que l'amour demeure après le discrédit. Je m'émerveille du rêve qui sonde l'avenir, des soifs que rien ne désaltère, que nous soyons chasseurs et gibiers à la fois, gladiateurs d'infini et captifs d'un mirage. Les dés étant formels et la mort souveraine, je m'émerveille de croire en notre saison. Voilà, je trouve que c'est un des très beaux textes parce qu'on y trouve à la fois toute la lucidité jusqu'au plus obscur et jusqu'à la conscience très nette et très claire de la mortalité, de la mort, de la violence qu'elle recourt, et en même temps ce fameux don d'émerveillement qu'elle attribuait à sa mère, en disant il y avait chez elle chaque matin une sorte de renouveau d'allégresse, des très belles pages d'ailleurs aussi qui disent à quel point plus la mère devenait vieille, plus elle se disait mais au fond j'ai encore quelque chose à prendre à la vie, donnez-moi encore quelques instants de présence au destin. Et cette faculté d'émerveillement, on la retrouve en permanence dans cette volonté de renaissance sous cet angle un peu du phénix que je vous disais tout à l'heure, dans la plupart, dans la totalité en réalité des textes d'André Chédid, à l'exception peut-être des derniers qui sont bien évidemment les plus douloureux. Voilà, je vais m'arrêter là et puis vous faire entendre quand même tout de suite M, la chanson qu'elle a écrite pour son petit-fils, et puis ensuite on va, si vous le voulez, en parler ensemble. Alors, M, que j'ai écouté donc d'une autre oreille, parce que j'avais vaguement entendu ça il y a longtemps maintenant. La chanson a été un tube en 1999, donc ça fait presque 18 ans. Et je ne savais pas à l'époque que c'était André Chédid donc qui avait écrit ce texte. Tantôt mobile, tantôt tranquille, je moissonne sans bousculade. Je dis aime et je le
sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème, la haine je la jette. Je dis hey, hey, hey. Du sphinx dans mon rimeur, Paris au fil du cœur, du Nil dans mes veines, dans mes artères coule la Seine. Je dis aime et je le sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème, la haine je la jette. Je dis hey, hey, hey. Pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant. Je dis aime, hey. Pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant. Aime. Sur ma planète, je dis aime comme un emblème, la haine je la jette. Je dis aime, aime. Voilà. Bon, je me disais que c'était bien pour un 6 mai, cette séance. J'en avais besoin, voilà. Parce que je trouvais que ça ferait du bien d'entendre cette voix-là. Voilà, alors est-ce que vous avez des remarques, questions, commentaires, envies, suggestions par ailleurs pour l'année prochaine? Puisqu'il se trouve que cette séance est pour cette année, en tout cas la dernière, puisqu'on n'a pas réussi à caler Philippe Jacotet compte tenu des contraintes de salle, etc. Donc voilà, on peut profiter aussi de cet échange si vous le voulez pour que vous me disiez de qui vous aimeriez entendre parler l'année prochaine, et puis donc autour d'André Chédid, des questions, des interrogations. Bien, j'aimerais savoir, moi, si elle avait une croyance particulière. Alors, bon, elle est élevée très clairement comme catholique, elle va à l'école des bonnes sœurs. À la lire, on voit bien qu'elle est au fond à peu près ce que Max Paul Fouché définissait, c'est-à-dire agnostique mystique. Elle n'exclut rien, mais elle n'est pas non plus croyante au sens propre. Voilà, elle laisse la porte ouverte. Dans ces textes, il n'y a pas de recours en réalité à la transcendance. Il n'y a pas de renvoi à l'idée de Dieu, d'une présence divine, etc. Par contre, il y a une sorte d'émerveillement permanent qui va de pair avec une interrogation constante qui lui fait dire, au fond, tant qu'on ne saura pas ce que sont les origines, il y aura toujours ce besoin de poésie.
Et elle met comme réponse face à ce mystère perpétuel, elle place en face comme élément de réponse la poésie, en fait, comme spiritualité, bien plus que la religion. Ça apparaît très clairement. Et puis, elle a cette dimension tellement universaliste dans sa perception des choses et du monde et des gens. Elle a tellement... elle a habité aussi des endroits du monde où toutes les religions cohabitaient, etc., que on voit bien qu'elle n'a pas la moindre envie de s'inscrire dans une case finalement, et qu'elle est en permanence dans cette manière de franchir les frontières en tendant la main sans renier pour autant ses racines, bien au contraire, où elle dit que c'est l'Égypte et le Nil notamment, mais c'est-à-dire qu'elle prend comme origine une chose qui passe tout le temps. Plus qu'un pays, c'est du Nil qu'elle parle. Et elle dit d'ailleurs pour elle, le Nil et la Seine sont associés dans son imaginaire. Et donc, ces racines elles-mêmes sont des racines flottantes quelque part, justement. Et ça rend sans doute, pour elle plus naturel, j'ai envie de dire, de laisser la porte ouverte à tout sans choisir une voie très nettement plutôt qu'une autre, notamment en matière spirituelle. Puis on voit bien que dès son enfance, elle a cette forme de distance par rapport au rite, au culte, aux fameuses bonnes sœurs du Sacré-Cœur. Elle n'aime pas beaucoup les uniformes, elle ne supporte pas de se lever très tôt le matin pour la messe, elle le raconte dans un autre texte, toujours avec beaucoup d'humour. Donc voilà, on pourrait la classer assez aisément dans le camp des agnostiques, avec une petite tendance mystique, parce qu'elle aime poser la question de ce qu'il y a, de ce qu'il y aura, mais en même temps ce qui l'intéresse, c'est quand même beaucoup plus ce qu'il y a ici et maintenant, et c'est en tout cas d'user la vie jusqu'à la moelle, jusqu'à la mort, mais le plus loin possible, de profiter de la pulpe de chaque instant. Et cette interrogation, elle est plutôt sur comment surmonter l'angoisse d'un jour devoir approcher de la frontière où il n'y aura plus moyen de profiter de l'émerveillement d'ici-bas, plutôt que sur un questionnement sur ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. C'est pas vraiment ça qui l'inquiète, c'est pas l'autre côté de la porte, c'est de vivre jusqu'au bout le mieux possible. Y compris quand elle décrit, et c'est très beau vraiment les textes, c'est parmi les plus beaux textes sur la vieillesse, dans les saisons de passage où elle raconte le corps de sa mère qui s'affaisse, qui s'abîme, etc. Et en même temps cette mère qui reste jusqu'au bout extrêmement coquette et attentive à ce que quand son fils vient lui rendre visite, elle soit maquillée, habillée, avec ses bijoux, etc. Fidèle à la femme un peu merveilleuse qu'elle a été, parce que cette mère est une mère, on voit bien, complètement mythique dans son imaginaire aussi. Elle finit avec un très beau texte où elle réinvente, elle parle de sa mère. Comment ? Alors, il y a le premier chapitre, ma mère, je ne peux me détacher de ton dernier visage, de cette peau trop fine, plissée, adhérant à tes pommettes, cette peau rayée, filetée, désormais tienne après un commun parcours. Je ne peux oublier ton frais visage de jadis, réduit à présent à ses linéaments. Je remarque tes fossettes défaites, ton bel ovale ravagé. Tes yeux d'un bleu déterminé, traversés d'éclairs, sont devenus cette matière vague et grisâtre. Transpercés par un coup d'éclat surgis de sursauts intérieurs que tu provoques et sollicites, ils s'anémient très vite, se résorbent dans tes pénombres, répondent de moins en moins à tes appels. Je me glisse en toi comme un poisson, je m'incorpore à ton corps, je m'engloutis dans cette mare stagnante de la vieillesse, dans ces pièges refermés, je perds avec toi ce fil qui relie à l'écheveau de l'existence, j'accomplis en toi cette descente vers l'antre, le nid, cette descente vers le nid. C'est très beau cette image aussi. Ou bien le gouffre qui nous aspire irrémédiablement. À 96 ans, tu n'as plus l'âge des rémissions, des résurrections, des espérances. À 96 ans, il n'y a plus de lutte possible, de combat ni d'avenir, etc. Et elle finit en disant « Tu restes belle cependant, par moments ta peau est translucide, ton œil s'éveille, ton sourire se propage comme en ce dimanche, veille de ta mort. » Et c'est le tout premier texte. Et elle finit sur une évocation de sa mère jeune, descendant un escalier, elle jadis, un soir de bal, l'été au grand hôtel de Solar. Elle, debout durant quelques secondes sur le palier, s'offrant immobile à la vue, à l'admiration de tous, dressée, comme sur une scène, avant d'entamer sa descente du vaste escalier recouvert d'une moquette fleurie à fond rouge qui débouche en plein hall.
Elle, savourant sa lente descente face aux nombreux estivants qui s'agitent et se parlent enfoncés dans des canapés, des fauteuils aux coussins damasquinés avant son apparition, soudain, tout bavardage s'interrompt. On la regarde venir, degré par degré, dans un immense silence, comme au spectacle. Elle, jadis, dans sa robe de mousseline rose. Et donc c'est vraiment une image de film, presque, hein, où on voit cette femme extraordinaire en train de descendre cet escalier. Mais non, il y a un appétit et un goût de la vie et de chacun des instants qui la composent, qui est très étonnant et qui a l'air de se transmettre en plus de génération en génération dans cette famille-là, ce qui en fait, ce qui en fait aussi une belle histoire à raconter. C'est-à-dire il y a une forme de, on sent une forme de destin qui s'accomplit d'une génération à l'autre, mais avec vraiment dans la passion de vivre malgré les heures de l'histoire, j'ai envie de dire. J'aime bien, il y a un texte qui s'appelle Autobiographie là-dedans, qui commence où elle cite, elle dit, je ne sais pas si c'est bien vrai que c'est Cervantes qui l'a dit, mais enfin elle écrit « La folie, disait Cervantes, c'est de voir la vie telle qu'elle est plutôt que telle qu'elle devrait être. » Voilà. Donc c'est une sorte de vocation aussi de romancière, à assumer l'idée qu'on doit vouloir et désirer la vie telle qu'elle devrait être, et peut-être un peu plus rêvée et un peu plus liée à l'imaginaire que celle qu'on peut concevoir dans la banalité quotidienne. Il y a vraiment un accord chez elle qui se fait en permanence, elle le dit à un autre endroit très bien, entre justement le réel et l'imaginaire. Ce sont deux choses qu'elle intrigue en permanence. L'imaginaire n'est jamais exclu de la réalité. À l'opposé, là où ne semble régner que l'illusion, s'infiltrent des fragments du quotidien, des bribes de notre hérédité et des lois imparables du corps et de ses fonctions. Symbiose constante et prodigieuse de l'âme et de la chair. Une transcendance nous habite au même titre qu'une biologie. Le cordon ombilical qui relie esprit et matière ne se désintégrera qu'à l'instant de la mort. La rigidité se substituera alors au mouvement. Le mot fin s'imposera au flux, au battement et au remous. Donc pour elle, la vie, c'est d'abord le flux. La vie, c'est devenir. Et c'est donc l'image du fleuve. C'est pour ça que le Nil est pour elle l'image principale. Elle dit ça, c'est dans un entretien où elle dit « Il n'y a pas d'épilogue en poésie, rien n'est conclu, tout reste à nommer, figé sans le plâtre. » Elle n'aime pas tout ce qui s'immobilise, hein. Tout ce qui est figé est au bord de mourir. Figé sans le plâtre. La poésie s'apparente plutôt à l'eau, elle est sans cesse neuve. Voilà. Donc écrire de la poésie, c'est à l'image pour elle de vivre, c'est-à-dire de devenir, c'est-à-dire de couler tout au long du fleuve. D'autres remarques, interventions, envies? Oui, monsieur. Une impression. Oui. Jusqu'à hier, je ne savais pas que je serais chez ma femme. Merci à West-France. Premièrement. Oui. Deuxièmement, je planais parce que bon, on a bien longtemps, on a décalé. Je vous ai vu comme œnologue et vous venez de présenter un grand clou, m'a mis l'eau à la bouche. Bon, merci. C'est gentil. J'aime bien cette métaphore en plus. Il me semble qu'elle était venue à Caen il y a 30 ans. C'est vrai? Oui, Ouais. parce qu'il y avait M. de Corniel qui faisait des lectures publiques. Oui. Et il me semble que D'accord. Ça me revient. Ah, mais c'est tout à fait possible parce que je pense qu'elle avait, visiblement, elle écumait aussi beaucoup les festivals de poésie, elle faisait des lectures, elle était très présente, elle répondait, je crois, quand on l'invitait, etc. Donc c'est probable. Oui. Bon, c'est un vague souvenir. Je partage ce souvenir. C'est vrai, vous vous souvenez aussi de... Oui. D'accord. Bon, oui, vraiment, voilà, c'est effectivement un personnage qui est aussi très attachant quand on en entend parler. Elle semble avoir été, au-delà d'être un grand poète et une belle romancière, c'est un personnage de femme très attachant, à titre humain et personnel. Bon, sinon... Ouais. Ah oui, oui, avec plaisir. Oui. Je suis pas française. Oui. Et j'ai connu André Chédid à travers la chanson de l'Anne. Ah, vous avez voilà. La chanson, je me suis dit, oui, très bien. Quand je l'ai entendue la première fois, je me suis dit, mais ça c'est de la poésie. Oui. C'est pas tout simplement Oui. une chanson. C'est vrai que la chanson française en
général, il y a beaucoup de poésie, elle est poétique, hein, dans les sens. Mais quand j'ai entendu la première fois, je me dis non, là je vais voir qui est-ce qui l'a écrit. Donc à partir de cette poésie écrite, j'ai commencé à étudier en Rachedi, d'étudier dans le sens de lire tout ce que j'ai trouvé sur elle, ses œuvres, c'est très intéressant. D'accord. Et après, je vis au Brésil, je suis brésilienne à l'époque, j'ai rencontré par hasard son Mathieu. Mathieu Chédid. Le petit-fils, Oui, on a beaucoup discuté d'elle. D'accord. C'était la star, mais pour moi c'était elle, le sujet de la discussion. Et c'était intéressant car lui aussi, il aime beaucoup. Oui, il y a visiblement une vraie admiration dans la famille. Il y a un lien très fort entre eux, donc on a discuté beaucoup de temps sur elle. Et après, il m'a raconté comment est-ce que cette chanson a surgi. D'accord. Il avait appelé. Et après avoir lu, André, c'était aussi une poétesse de l'altérité. Bien sûr. Elle part toujours du visage de l'autre. Du partage. Donc, il avait lu le livre, le roman L'autre. Et il était émerveillé. Il a dit est-ce que tu peux écrire pour moi une chanson avec le thème M Et là, 30 minutes après, elle a appelé, elle lui a dit voilà ta chanson. Elle a lu et c'était comme ça. Donc 30 minutes. En une demi-heure, elle avait le texte. Et en fait, elle aussi était émerveillée car son petit-fils lui avait demandé d'écrire une chanson. Donc c'était un peu. C'était très fort et pour lui, c'était très important et pour elle aussi. C'est une très belle histoire. C'est lui qui m'a raconté ça. Oui, non, mais c'est une très belle histoire de transmission et d'émerveillement, encore une fois. On voit bien que ça fonctionne comme ça, sur une étincelle en plus, sur une petite impulsion de départ, et ça donne effectivement un très beau texte qui a fait le tour du monde grâce à la chanson. Ce qui est aussi une réponse à l'une des questions qu'on se posait en partie l'an dernier, qui était la question de savoir la place de la poésie. Enfin, c'est une question récurrente, la place de la poésie dans le monde contemporain, et le fait qu'on la croit ou qu'on la considère souvent comme absente, alors qu'en réalité, elle est effectivement souvent présente aussi par la chanson, et que la chanson peut la faire ressurgir par des voies un peu détournées comme celle-là, où vous allez au texte d'André Chédid, justement grâce à la chanson du petit-fils. Et on voit bien, oui, effectivement, c'est un texte qui est fait aussi pour être chanté. Donc il y a ce. Souvent, quand les gens, quand je demande à quelqu'un, est-ce que tu connais André Chédid? Non. Tu connais la chanson J'aime de M, et là, voilà. Et donc c'est la grand-mère, voilà. Et donc c'est une sorte de ce survie comme ça. Tout le monde connaît, tout le monde. Beaucoup de gens connaissent. Non, c'est une très belle histoire. Non, c'est pour ça que c'est l'histoire de cette famille, cette tribu-là aussi au sens positif du terme, parce qu'ils se considèrent, je crois, eux-mêmes comme étant une très belle tribu, est intéressante. Mais merci beaucoup pour votre témoignage. C'est bien parce que ça, on voit que ça fait le tour du monde, donc du coup, vous l'aviez entendu au Brésil? Bah oui. La chanson? Oui, d'accord. Quand je donnais des cours de français. D'accord, voilà. Et j'ai parlé d'elle aussi, de sa nativité. Et avant de passer la chanson, on l'a lu. D'accord, bah oui, on a discuté pour comprendre du texte. Les mots, etc. On a beaucoup discuté de la chanson et après on a entendu. C'est une poète qui peut être lue justement à travers le monde. C'est ça aussi de sa force, c'est que à la fois par ses thèmes, effectivement le partage, le visage, l'autre, l'altérité, enfin il y a quelque chose d'immédiatement universel, mais aussi par cette limpidité ou cette transparence qu'on disait, qui font que d'un côté un peu élitiste et du côté de la poésie savante, il peut y avoir cette tendance à dire oh là oui bon c'est de la poésie trop simple, mais au contraire c'est ce qui en fait justement aussi la puissance et la force, y compris quand à l'étranger on est capable justement d'aller lire un texte d'André Chédid et de rentrer dedans très directement. En fait, elle va être publiée bientôt. Je fais la première traduction. C'est vrai? Ah, formidable. D'accord. D'accord. D'un roman lequel? L'enfant multiple. L'enfant multiple. D'accord. Et avant, je fais des essais entre guillemets avec des élèves. C'est dommage qu'il n'était pas connu en Brésil. Tout le monde l'aimait. Ah, très bien. Bonne nouvelle, ça. C'est joli. Bon, alors ça vous intéressera peut-être du coup celui-là. Là, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'enfance multiple. Les cahiers Robinson, il y a dedans des choses intéressantes justement sur ce roman.
d'autres envies, remarques, demandes Non, on va s'arrêter là tranquillement. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Comme j'ai un train à attraper à 17h, ça va être parfait. Merci à vous.